Ces carnets de poésie est né d'une émotion partagée. Là où le dessin, la poésie et la musique se rencontrent pour raconter une même histoire. Les chansons écrites et mises en musique par Dang y trouvent un nouvel écho grâce aux traits de crayon de Marie. Délicat et sensible, qui prolonge les mots lorsque ceux-ci ne suffisent plus à dire l'indicible. Les dessins de Marie ne cherchent pas à illustrer les chansons. Ils en prolongent le souffle avec pudeur. Ils donnent un visage au silence, une lumière aux blessures, une présence aux espérances. Un regard, une rue, une porte, un arbre ou un simple banc deviennent les gardiens d'un passé qui ne cesse de vivre. Au fil des pages, les mots, la musique et le dessin s'entrelacent pour composer un même récit. Celui d'un enfant que la vie n'a pas épargné, mais qui apprend, pas à pas, à transformer ses épreuves en force, ses souvenirs en poésie et son histoire en chanson. Qu'avais-je donc fait pour être si loin des miens? Dès ma naissance, je quittais leur horizon. De la pouponnière aux soins d'une nourrice, je vécus 4 années sans chaleur ni réconfort. Vers 4 ans seulement, je revins à la maison. Mais je gardais au cœur un profond abandon. Le retour parmi eux s'effaçant pas ma peine, je portais dans mon âme une douleur ancienne. Mon lit, dont le passage était simple et discret, son vieux bois sous les ans lentement se fanait. Chaque nuit, il m'offrait une couche douce et belle, mon refuge d'enfant, ma gardienne fidèle. Je cherchais ma place au cœur de la famille, tel un enfant errant loin de son île. Je rêvais d'être aimé, reconnu parmi eux, sans savoir pourquoi. Je me sentais malheureux. J'étais un garnement toujours plein de bêtises, je volais au libraire et faisais des sottises. J'emportais des objets pris dans notre maison, que j'échangeais parfois contre jouets ou bonbons. À l'école souvent je voulais être le chef, toujours prêt à lutter pour défendre mes rêves. Je rentrais le visage et les mains abîmées, car je voulais surtout me faire respecter. Avec mes yeux bridés parmi tous les enfants, je voulais exister comme eux tout simplement. Je n'étais ni méchant ni grossier dans mes mots, mais je cachais souvent ma peine sous ma peau. Je faisais bêtise après bêtise sans fin, pour qu'on me voie un peu, qu'on me tende la main. Je cherchais un regard, une parole, une voix, qu'on me dise un jour: toi aussi, tu comptes pour nous. Je crois qu'au fond de moi vivait une blessure, celle des premiers jours et de la déchirure. 4 années loin des miens avaient marqué mon cœur, et j'appris bien trop tôt le goût du malheur. Puis, lassé de me voir si turbulent parfois, on m'envoya au coteau, loin encore une fois. Pourtant ce lieu n'était qu'à 2 pas du foyer, à peine 1,5 kilomètre à marcher. C'était une maison pour des enfants perdus, portant déjà le poids d'un destin trop ardu. Je me sentis alors rejeté de nouveau, comme si l'on fermait une porte dans mon dos. Un jour je demandais ce qui motivait ce choix. Mon frère me répondit d'une tranquille voix: tu semais l'inquiétude au cœur de la maison, mais ce lieu nous parut la meilleure protection. Le séjour ne coûtait rien, c'était un soulagement, et chacun croyait alors choisir prudemment. Mais peut-on vraiment prendre une telle décision sans écouter d'abord le cœur d'un jeune enfant? Parmi tous ces enfants au destin si fragile, n'ai-je pas laissé là quelque chose de difficile? Ne risquais-je pas alors de sombrer davantage, d'ajouter à mes peurs de nouvelles blessures? Aujourd'hui, je cherche encore un peu de raison quand revient le souvenir d'une telle décision. On fait souvent au mieux avec ce que l'on peut, sans toujours mesurer ce qui blesse peu à peu. Car un choix, même fait avec les meilleures intentions, peut laisser dans un cœur une longue émotion. Et lorsqu'un enfant cherche simplement l'amour, aucun autre choix n'efface ce manque pour toujours. Qui suis-je? Mes frères me disaient: tu dois être coréen, car je vivais souvent dans un monde lointain. On disait: il est drôle, un peu différent, il ne parle jamais comme parlent les enfants. C'est un peu vrai pourtant, car jusqu'à mes 3 ans, je gardais le silence en regardant le temps. Puis un jour, assoiffé d'une voix maladroite, j'ai demandé à boire, et la vie fut plus droite.
Je tombais chaque jour sur les chemins cailloux. Mes pantalons troués ne duraient pas beaucoup. J'étais une tempête, un vrai petit désastre, accumulant les chocs du matin jusqu'à l'astre. Alors je me demandais, le cœur un peu blessé, suis-je donc coréen, m'ont-ils bien raconté? Le doute m'habitait dans mes jeunes années, comme un nuage gris sur mes pensées voilées. Mais aujourd'hui, à 73 ans passés, je vois mieux d'où me viennent mes élans insensés. J'ai reçu de mon père une part de son feu, ses talents créateurs et ses défauts nombreux. J'invente et je construis comme il savait le faire. Je refais ses chemins, ses succès, ses travers. Mais un bonheur me suit, fidèle à chaque pas. Ma famille est présente et ne me quitte pas. Mon esprit comme le sien ne connaît pas le repos. Il bouillonne sans fin sous les jours les plus beaux, tel un volcan vivant qui ne veut s'endormir. Je cherche, je découvre, et je veux toujours bâtir. Dans la rue, Hippolyte Mindron de mon enfance, reviennent dans mon cœur des images immenses. Notre oncle en souriant lançait contre le mur 2 ou 3 balles à la fois d'un geste sûr. Ma sœur chantait près de lui de sa voix légère, et le temps s'écoulait dans une joie sincère. Le soir, lorsqu'arrivait l'heure des lampes et du feu, il nous contait des récits merveilleux. Je revois le singe savant de ces histoires, qui peuplaient nos esprits de fabuleux espoirs. Puis l'oncle repartait dans la nuit doucement, laissant derrière lui le rêve des enfants. Je reçus pour Noël mon tout premier présent, une voiture à ressort trésor éblouissant. Mais l'enfant maladroit que j'étais en ce temps la brisa dès qu'il l'eut entre ses doigts tremblants. Je pleurais ce bonheur si vite disparu, comme un beau papillon soudainement perdu. Pourtant demeure encore au fond de ma mémoire l'éclat de ce cadeau, devenu une histoire. Je revois ce gâteau posé sur la cheminée, dans l'unique pièce où vivait notre maisonnée. Au milieu se cachait un piment redouté, promesse d'une récompense à mériter. Pour gagner le défi sans montrer de faiblesse, j'avalai le piment malgré toute la détresse. Mes yeux se remplirent alors de larmes de feu, mais je gardai l'orgueil des courageux. Je revois ce long couloir étroit où se trouvait mon lit, le mur tout près de moi qui grandissait avec ma vie. J'y dessinais parfois, j'y gravais mes secrets, sans me soucier des reproches qui viendraient après. La punition tomba sévère et sans détour, pour ces marques laissées sur le mur du séjour. Mais l'enfant que j'étais cherchait simplement a laissé sur la pierre une trace du temps. Rue Hippolyte Mindron, demeure de mémoire, où s'entrelacent encore la joie et les déboires. Tu gardes dans tes murs les échos du passé et les rêves d'un enfant qui n'ont jamais cessé. J'avais les pieds plats, les yeux un peu brouillés, des souliers trop usés et jamais bien ajustés. Je tombais à chaque pas sur les chemins de pierre, et mes pauvres genoux connaissaient la misère. Mais mon oncle me portait doucement contre son cœur, et j'oubliais mes douleurs, mes chagrins et mes malheurs. Quand ses bras me soulevaient, je me sentais léger, comme un oiseau dans le ciel, heureux d'être aimé. Mes genoux étaient en sang, usés jusqu'à l'os, à force de trébucher sur les chemins caillouteux.
Alors mon oncle un jour me prit entre ses bras pour m'emmener à l'hôpital, tout doucement. Mon oncle me portait doucement contre son cœur, et j'oubliais mes douleurs, mes chagrins et mes malheurs. Quand ses bras me soulevaient, je me sentais léger, comme un oiseau dans le ciel, heureux d'être aimé. Je regardais son visage, je sentais sa bonté et cette tendre chaleur que je n'ai pas oubliée. L'hôpital me faisait peur, mais je n'y pensais pas, car j'étais aux anges, blotti tout contre ses bras. Oui, mon oncle me portait doucement contre son cœur, et plus forte que la douleur était cette immense douceur. Les années ont bien passé, mais je garde en vérité le souvenir lumineux d'un enfant tant aimé. Au 115 rue Camille Groult, nous arrivâmes, par un hiver paisible en 1959. Ce fut notre premier logis digne et décent, où nous prenions racine en regardant le temps. Devant nous se dressait une usine oubliée, dont l'ombre au firmament semblait se prolonger. Autour, rien que des champs et des terres austères, battus par les grands vents qui couraient la plaine entière. C'était comme une île au milieu des sillons, un royaume perdu pour nos jeunes saisons. Les murs silencieux semblaient garder l'histoire d'un passé disparu dans les brumes du soir. Quelques rails rouillés fuyaient vers l'horizon gris, portant un wagonnet comme oublié de la vie. Il restait immobile au bout de son chemin, veillant sur les années qui ne reviendraient point. Au pied de l'immeuble s'étendait le parking où dormaient les voitures jusqu'au matin voisin. Sous le ciel changeant au fil des 4 saisons, elle formait un cercle au cœur de l'horizon. Derrière s'étendaient des vergers et jardins où poussaient librement les arbres du terrain. Nous y vivions heureux, sans fortune et sans bruit, dans ce petit décor qui enchantait nos vies. Ma sœur y trouva un jour un géranium fleuri, qu'elle rapporta fièrement à notre mère ravie. Parfois nous franchissions le mur d'un bond léger, pour cueillir quelques pommes dans le verger voisin. Le goût de l'interdit parfumait nos festins et rendait ces larcins plus doux à partager. Moi, je dormais le soir dans l'entrée de la pièce, sur un étrange lit qui n'avait rien de prince. Il fallait le plier puis le déployer lentement, en 3 lourdes parties grinçant lugubrement. Une fois installé, ce meuble torturé ressemblait davantage à quelque voie ferrée. Montagnes et vallons y formaient leur relief et le sommeil fuyait ces sommets imparfaits. Impossible d'y rester allongé sur le dos, tant ses bosses semblaient défier tout repos. Mais je me répétais, pour oublier ma peine, un Indien dort partout sous l'orage ou la plaine. Et lorsque près de moi veillait mon chien, compagnon de fortune et gardien du quotidien, l'inconfort s'effaçait dans les jeux de l'enfance qui transforment les nuits en terre d'espérance. Sous ce vieux lit branlant reposait mon trésor, quelques petites autos que j'aimais comme l'or, et des revues cachées, secrètes et divines, que j'avais dérobées aux boutiques voisines. Ainsi vivait mon monde modeste et merveilleux, entre champs, vieux wagons et rêves audacieux. Et dans cet univers que le temps a défait, l'enfant que j'étais garde encore ses secrets. Vitry au coteau fut le temps de l'absence, maison pour les enfants
sans chaleur, sans confiance. Souvent je faisais le mur, le cœur lourd de chagrin, pour revoir mes parents, retrouver mon chemin. À 1,5 kilomètre de ma demeure, je marchais lentement, poursuivi par la peur. La peur qu'en mon absence ils aient quitté les lieux et qu'il ne reste rien de ce passé précieux. J'approchais de la porte en retenant mon souffle, mon oreille au battant, le cœur rempli de doutes. J'espérais entendre une voix familière, quelques mots de ma mère, un instant de lumière. Je regardais toujours le parking en silence, cherchant la 2 chevaux avec tant d'espérance. Quand je voyais l'auto sagement stationnée, je repartais alors, le cœur rassuré. Le 3e week-end de chaque mois seulement, ma famille venait rompre un si long isolement. Je comptais les jours lents, les semaines monotones, comme on compte en hiver les feuilles de l'automne. Quand venaient les congés des vacances scolaires, les enfants retrouvaient leur maison familière. Le rire s'envolait derrière les portières, me laissant seul face aux heures et aux lumières. Et moi, je demeurais dans le bâtiment gris, avec pour seul trésor mes rêves et mes ennuis. J'avais une chambre à moi, vaste comme un désert, où résonnaient mes pas dans le vide. Et l'hiver, j'avais un éducateur qui restait 15 jours, mais rien ne remplaçait la chaleur de l'amour. Dans ce foyer si froid où s'écoulaient mes jours, grandissait ma blessure en attendant l'amour. Vitry au coteau reste au fond de ma mémoire, comme un pays perdu dans la brume de l'histoire. Le lieu où j'ai compris, bien avant l'âge mûr, que l'abandon parfois laisse une empreinte dure. On dit qu'au pays où les aveugles sont rois, le borgne se distingue et l'emporte parfois. Un jour l'on me plaça au coteau de Vitry, un foyer pour enfants que la vie a meurtri. La Dace y accueillait ceux que le sort malmène, blessés par leur famille ou chargés de leur peine. Certains portaient en eux des troubles plus profonds, d'autres semblaient perdus, sans connaître la raison. On me disait fermé, peu bavard quelquefois, mais rien ne me semblait vraiment étrange en moi. Je vivais dans mon monde en silence, en douceur, cherchant dans mes rêves un peu de réconfort. Durant 3 longues années passées dans ce foyer, j'appris peu à peu comment m'y intégrer. Je devins le meneur de cette petite cour, sans livrer de bataille ni prononcer discours. Il faut bien se l'avouer, sans vouloir les froisser, que peu de mes amis aimaient à réfléchir. Le destin nous avait rassemblés,
compagnons de misère en quête d'avenir. Parmi près de 100 jeunes accueillis en ce lieu, je me fis remarquer sans me croire meilleur qu'eux. Puis vint enfin le temps du collège et des choix. Je fus seul admis, en 6e cette fois. Ainsi, dans ce royaume où chacun cherche sa voie, le borgne ainsi est devenu le roi. C'était une maison aux murs de briques rouges, où vivaient 80 enfants sous même toit. Dans cet univers vaste où rien jamais ne bouge, chacun trouvait sa place et suivait sa loi. Nous n'étions que deux seuls à gagner le collège, quand tous les autres poursuivaient leur chemin. 78 enfants sans privilège préparaient leur départ vers un labeur certain. À 13 ans seulement, beaucoup quittaient l'école pour entrer dans un monde où l'enfance s'enfuit. Leurs rêves s'effaçaient comme un oiseau qui vole vers des jours de travail aux horizons réduits. On disait bien souvent que nous étions les riches, car le collège ouvrait un avenir meilleur. Mais nos vies obéissaient à des règles si strictes que nul n'aurait envié nos contraintes d'alors. Nous portions des pantalons gris jusqu'aux chevilles, quand les autres gardaient leurs culottes d'enfants. Même au plus dur hiver, sous le gel qui scintille, le règlement veillait immuable et pesant. Nous avions sur le dos une grande cape bleue et de lourds brodequins dont la marche pesait. Chaque soir à son tour, sous la lumière peu sûre, deux enfants nettoyaient les souliers alignés. Ils faisaient reluire avec soin chaque paire comme un rite imposé par l'austère maison. Le cuir brillait longtemps sous leurs gestes sincères, soumis aux exigences de la discipline. Nous dormions à 8 lits dans le même dortoir, partageant nos secrets, nos peurs et nos espoirs. Les rêves de chacun traversaient chaque soir les longues nuits d'hiver qui peuplaient nos mémoires. Vers 18h30 arrivait le repas, puis venait la toilette avant le coucher sage. À 20h sonnait l'inévitable glas. Extinction des feux dans chaque dortoir calme. Mais mon camarade et moi voulions étudier et poursuivre malgré tout le chemin du savoir. Nous devions nous cacher pour pouvoir travailler. À l'écart des regards, loin du grand dortoir noir, nous gagnions les toilettes dans le silence épais, cherchant un peu de calme au milieu de la nuit, adossés aux tinettes, studieux et discrets, sous la faible veilleuse éclairant notre appui. Nous faisions nos devoirs dans l'odeur et le froid, là où personne encore n'avait pensé pour nous. Nous apprenions ainsi, malgré toutes les lois, à défendre un futur que l'on croyait flou. Les autres n'avaient point d'exercice à rendre. Le certificat d'études exigeait moins d'efforts. Mais pour nous collégiens, il fallait bien apprendre, sans aide organisée pour soutenir l'essor. Lorsque venait l'hiver, au matin de brouillard, un car nous emportait
par les routes lointaines, 5 kilomètres encore à travers la campagne noire avant d'atteindre enfin les classes quotidiennes. Aujourd'hui quand je songe à ces années lointaines, je revois les dortoirs et leurs règles d'antan, et 2 enfants penchés sous une faible lumière, défendant leur savoir contre vents et tourments. Je revois leurs cahiers dans la nuit silencieuse, leur courage obstiné, défiant l'adversité qui leur ouvrit un jour les portes de l'avenir. C'était la rentrée des classes au collège. Mon premier jour de 6e et ses nouveaux pièges. Le maître énumérait d'une voix appliquée tous les objets qu'il nous faudrait pour étudier. Des cahiers, des crayons, des livres pour l'année. Puis soudain un instrument vint à être nommé. Pour le cours de musique, il faudra les enfants apporter un pipeau dès la semaine suivante. Je baissais lentement les yeux sur mes souliers. Mes poches, comme toujours, étaient vides à pleurer. Je savais chez nous, il n'y avait pas d'argent pour acheter ce pipeau demandé aux enfants. J'étais perdu dans ce monde et déjà différent, unique enfant d'Asie parmi tant d'innocents. Au collège, au pensionnat, je gardais mes blessures. Je vivais dans le silence, nourri d'un rêve pur. J'étais désargenté quand un inconnu ému m'offrit la main du cœur que je n'attendais plus. Un simple petit pipeau acheté par bonté a changé pour toujours ma façon d'exister. Quand la vie vous oublie au bord de son chemin, il suffit d'un regard, il suffit d'une main. Ce cadeau si modeste est resté dans mon cœur comme une lumière vive au milieu du malheur. Un inconnu ce jour remarqua mon chagrin et comprit ma détresse sans entendre un seul mot. Il demanda chez lui qu'on me tende la main, il m'offrit ce pipeau, le plus beau des cadeaux. Je reçus ce présent comme un trésor sacré, moi qui n'avais connu que l'ombre du rejet, et mes larmes coulaient sans pouvoir s'arrêter devant tant de bonté que je ne connaissais. Des années ont passé depuis cette matinée, mais je garde en mémoire ce geste inattendu, car souvent les plus grands trésors d'une destinée naissent d'un simple élan qu'on croyait perdu. Aujourd'hui dans ma vie, quand j'accueille à mon tour ce que le sort bouscule et prive d'un secours, je repense au pipeau reçu dans mon enfance et je rends à d'autres un peu de cette chance. Un simple petit pipeau acheté par bonté m'a appris la valeur du mot fraternité. Et depuis ce jour-là, malgré les vents contraires, je crois encore en l'homme et en sa lumière. À Compiègne en décembre, l'école est finie. Les enfants sont partis retrouver leur famille. Noël frappe aux fenêtres, les visages sont contents. Chacun rêve déjà au cadeau qui l'attend. Mais moi, parmi tant d'autres enfants, je reste au pensionnat pendant les vacances. Je marche dans les couloirs devenus silencieux, les jours passent doucement, les soirs un peu mieux. Le premier soir, je dors dans un grand dortoir blanc qui paraît immense aux yeux du petit enfant. Puis l'on me donne enfin une chambre à l'infirmerie, plus calme, plus douce, plus chaude aussi. Ces murs tout blancs racontent bien leur histoire, mais je m'y sens tranquille quand vient le soir. Quand arrive enfin le matin de Noël, j'ai dans le cœur un parfum de ciel. Puis, comme un cadeau tombé du hasard, le directeur m'invite à sa table ce soir. Je m'assois près de lui, le cœur léger. Soudain, je vois sa fille juste à ses côtés. J'aimais son sourire et son doux regard qui mettait de la lumière dans mes jours les plus noirs. C'était le premier Noël gravé dans ma mémoire, et sans doute le plus beau de toute mon histoire. Les années ont passé, les saisons aussi, mais ce Noël-là vit encore aujourd'hui.
J'avais à peine 10 ans lorsque vint le silence. Quand l'école finit, quand commencent les vacances. Entre deux horizons de ma vie d'écolier, de journées de solitude étaient à endurer. Toute ma famille était partie en vacances vers la mer, vers le vent qui caresse nos hanches. Et moi je demeurais dans ce grand appartement, avec pour seuls amis mes rêves d'enfant. J'ai 10 ans, et j'ai peur de la nuit, quand le silence descend et que le jour s'enfuit. Alors je mets un disque pour me tenir la main, et la musique éclaire un peu mon lendemain. J'ai 10 ans, je me cache dans mon lit, j'attends qu'une présence revienne dans ma vie. Une chanson suffit parfois à rassurer le petit garçon seul que j'étais cet été. Blotti sous les draps blancs, durant de longues heures, j'attendais le retour d'un ami protecteur. Le silence habitait les chambres, les couloirs, et chaque craquement semblait sortir du noir. Je guettais dans l'escalier des pas familiers, comme un signe attendu pour me rassurer. Le soleil descendait derrière les toits gris, et le temps s'endormait lentement avec lui. J'ai 10 ans, et j'ai peur de la nuit, quand le silence descend et que le jour s'enfuit. Alors je mets un disque pour me tenir la main, et la musique éclaire un peu mon lendemain. J'ai 10 ans, je me cache dans mon lit, j'attends qu'une présence revienne dans ma vie. Une chanson suffit parfois à rassurer le petit garçon seul que j'étais cet été. Dans le four m'attendait un poulet refroidi, préparé par avance avant le grand départ. Je mangeais lentement ce repas sans envie, en regardant le soir envahir le boulevard. Pour chasser de mon cœur les frissons et les peurs, j'allumais la radio comme un consolateur. La voix douce d'Hardy traversait la maison et posait sur mon âme un peu de guérison. Je démontais mon radio, cadrans ingénieux, pour percer les secrets de leurs ressorts précieux. Chaque objet devenait un étrange océan où naviguaient mes rêves au souffle du levant. Souvent revenait là une chanson légère, comme une douce amie dans ma chambre solitaire. C'était « Dis-moi Céline », la chanson d'Hugo Frey, dont les mots familiers me parlaient en secret. J'ai 10 ans, et j'ai peur de la nuit, mais la musique est là quand le courage s'enfuit. Et la voix d'une chanson venue du temps ancien réchauffe encore aujourd'hui le cœur du petit gamin. J'ai 10 ans, et malgré les années, je retrouve en fermant les yeux ces étés passés. Le silence et la peur se sont depuis enfuis, mais la chanson demeure au fond de ma vie. J'avais 13 ans à peine au lycée de Corbeil, pensionnaire discret sous l'ombre du réveil. Le samedi venu, je rentrais à Vitry, 30 kilomètres loin de mon jeune abri. Je n'avais pas un sou pour payer le trajet. L'autostop était le plus simple des secrets. À 3 ou 4 amis, le pouce dans le vent, nous guettions une voiture en restant patients. À l'entrée de l'autoroute ou sur la nationale, nous rêvions de Paris comme d'une capitale. Quand enfin un chauffeur nous prenait avec lui, mon cœur battait plus fort à l'idée du logis. Puis, de la porte d'Italie jusqu'à Vitry, je marchais longuement sous le ciel gris de pluie. 5 kilomètres à pied pour garder quelques francs, économisant tout comme font les enfants. Parfois je montais même au fond d'un vieil autobus, priant pour que jamais le contrôleur ne vînt plus. Chaque pièce épargnée valait de l'or pour moi, car la pauvreté guidait chacun de mes pas. Je passais devant de riches maisons de pierre et je me répétais cette humble prière. Plus tard, moi aussi, j'aurai ce beau décor, une maison pareille et davantage encore. Souvent la faim venait me serrer les entrailles, plus dure qu'un hiver ou qu'une rude bataille. J'entrais chez le boulanger, le regard hésitant, et prenais un croissant en fuyant aussitôt.
Avec le recul, je crois qu'il savait bien tout, car jamais il ne lança personne à mes trousses. Peut-être avait-il vu dans mes yeux d'affamé un enfant malheureux qu'il voulait épargner. Je me disais souvent au fond de ma misère, plus tard j'aurai voiture et bateau sur la mer. Plus tard je serai riche et libre de mes choix. Plus tard la vie enfin sourira devant moi. Plus tard, toujours plus tard, je suivais mon étoile, sans jamais renoncer malgré les coups du sort. Chaque rêve allumait une nouvelle voile et poussait mon destin vers un meilleur port. Aujourd'hui, j'ai reçu bien plus que mes espoirs, une famille unie qui éclaire mes soirs, des enfants merveilleux, une épouse adorée, dont l'amour et la bonté m'ont toujours inspiré. Je me suis construit seul sur les ruines d'hier, en voulant effacer les douleurs de misère. Toujours entre deux rives, entre l'ombre et le bien, cherchant ma vérité sur un étroit chemin. Comme ceux des vieux récits que l'on aime écouter, qui prennent aux puissants pour mieux les partager. J'ai marché borderline entre faute et vertu, avec pour seul trésor l'espoir qui m'a tenu. Et lorsque je repense à l'enfant de Corbeil, je lui dis doucement, tu peux dormir en paix. Car les rêves nourris dans les jours de détresse ont fini par fleurir en bonheur et tendresse. J'entrais à Corbeil sur les pas de mes frères. Le lycée m'ouvrait enfin d'autres lumières. L'internat tout voisin m'offrait chaque matin le bonheur de partir sans reprendre un train. Mon frère Viet suivait sa classe de terminale. Je croyais trouver là sa présence idéale. Mais si longues années nous avaient séparés, nos chemins différents nous avaient éloignés. Je vécus cependant des instants bienveillants. Ses amis veillaient sur moi comme des grands. Leurs sourires discrets, leurs gestes de bonté ont souvent réchauffé mes jours de nouveauté. La quatrième fut le temps de m'adapter, d'apprendre peu à peu comment me comporter. Après tant d'années loin des enfants ordinaires, je découvrais enfin des camarades, des frères. La troisième arriva sans beaucoup de travail. Je préférais souvent les jeux aux longs détails. Le redoublement vain, je l'acceptais sans bruit, car je savais déjà que rien n'est jamais acquis. Puis mai 68 bouleversa les écoles. On passa tous devant, sans vraiment de contrôle. Je gagnais la seconde un peu sans le comprendre, comme un bateau porté sans choisir où se rendre. Les maths et la physique éveillaient ma passion. Le reste me semblait sans grande attraction. Je laissais les devoirs dormir dans mon cartable. Pour les cartes, le flipper et des jeux agréables. Après 13 longues années passées en institution, le lycée ressemblait à une libération. J'y goûtais chaque jour un parfum de vacances, comme un club méditerranéen offert à mon enfance. Je doublais ma première et ma terminale. Le savoir me traçait une route peu banale. Quand la nuit descendait sur les murs du lycée, je quittais l'internat pour aller travailler. Vers les 18 heures, je faisais souvent le mur, sans penser au danger, ni même à l'avenir sûr. J'allais jusqu'à Rungis, décharger des camions pour gagner quelques sous au prix de mes efforts. Je rentrais vers minuit, fatigué mais heureux, avec dans mes poches le fruit de tous mes vœux. Ces quelques francs gagnés m'offraient un peu d'espoir et me donnaient la force de toujours y croire. Grâce à ce dur labeur, j'avais mon argent de poche, sans demander jamais que ma famille m'approche. Je crois qu'en cette année, sans leur faire un reproche, je payais mes habits, mes cahiers, mes sacoches. Malgré tous ces détours, malgré les difficultés, j'obtins enfin le bac, fruit de ma volonté. Ce diplôme n'était qu'un premier escalier, mais il me donnait foi pour pouvoir avancer. Avec le recul, je comprends aujourd'hui que rien ne m'a été véritablement gratuit. La vie en communauté, parfois rude et sévère, m'a appris à comprendre un peu mieux mes semblables,
Elle m'a façonné dans toute sa complexité, à écouter les autres avec humanité. C'est sans doute là que j'ai trouvé ma richesse, comprendre les humains, leurs forces, leurs faiblesses. Mon père était pour moi comme un homme étranger. Je l'ai vu une première fois sans vraiment le connaître. C'était vers 1968, je crois. 2 ou 3 jours à peine ont laissé leurs émois. Je l'ai revu plus tard, au décès de ma mère, l'année suivante après ce départ de la terre. Puis il est parti vivre au Portugal lointain, et nous sommes allés le voir un mois sur son chemin. Je ne savais de lui que quelques mots racontés par mon frère aîné, qui voulait bien me parler. Longtemps j'ai cru qu'un jour il nous avait quittés, sans que ma mère jamais ne puisse l'expliquer. De mon père, je savais seulement quelque chose. Architecte, inventeur, poursuivant 1000 causes. Puis je l'ai revu encore à 39 printemps, en 1992 exactement. Le Vietnam alors m'a repris dans ses bras, comme un pays perdu qui m'attendait déjà. J'y revenais souvent, presque 2 fois par an, jusqu'à l'an 2000, en suivant l'appel du temps. À chacun de mes voyages, je revoyais mon père, le temps d'un repas offert, comme un instant sincère. En 1998, un beau soir, il me donna son livre comme un morceau d'histoire. 25 ans, il dormit au fond de ma bibliothèque, comme si mon esprit refusait cette enquête. Par peur d'y trouver je pourquoi de cette longue absence et de mon désarroi. Puis passé 70 ans, j'ai pris enfin la route pour comprendre mon histoire et dépasser mes doutes. Je l'ai fait pour moi-même et pour ceux après moi, mes enfants, mes petits-enfants qui portent un peu de moi. Grâce aux écrits laissés, aujourd'hui, je découvre, au fil des souvenirs, l'homme qui n'a jamais vu mon enfance fleurir. Mon père fut longtemps une ombre dans mon cœur, mais ces mots font enfin renaître sa chaleur.